Bonsoir à tous, il est 18 h, nous sommes à l'heure, vous aussi. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct. On est ensemble pour une petite heure d'actu et de découverte, vous en avez l'habitude maintenant en Savoie-Mont-Blanc, au programme de ce jeudi 28 mars. Les professeurs des écoles et parents d'élèves sont inquiets et en colère. Ils se mobilisent samedi contre la loi Blanquer, son nom pour une école de la confiance. Nous parlerons de cette confiance justement avec Sarah Amoudi-Wilkowski, professeure des écoles et co-secrétaire du SNUI et PP FSU de Savoie. Un appel à la solidarité ensuite avec APF France Handicap. La délégation souhaite rénover ses locaux de Chambéry. Nous échangerons sur ce projet et les actions de l'association. Et puis enfin, un festival itinérant pour les jeunes spectateurs en Haute-Savoie. Petit Patapon va vous emmener sur les routes avec vos enfants pendant un mois. On en parle tout à l'heure avec l'une des organisatrices, la coordinatrice même. Et à 18 h 30, comme chaque jour, évidemment, vous retrouvez le JT. Et ce soir, c'est Victoria qui est aux commandes. Salut Victoria. Salut Fanette. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. On commence avec un reportage pour mieux comprendre ce que deviennent les dons du sang. Oui, c'est toi Fanette avec François Pirot. Vous avez visité deux laboratoires de la région. On va comprendre dans ce reportage, on comprendra un petit peu mieux le processus du don du sang. Donc c'est tout à l'heure dans le journal. Et puis du nouveau du côté de Chamonix. La ruche qui dit oui s'est installée à la gare SNCF et Florian Brenin est allé leur rendre une petite visite. C'est une ruche, une initiative en fait qui permet de rapprocher les consommateurs des producteurs. L'idée c'est de favoriser les circuits courts. Et puis on parlera également de Pôle métropolitain genevois qui se mobilise sur la question des élèves suisses qui vivent en France et dont Genève ne veut plus. Exactement. Et on comprendra tout à l'heure dans le JT. Il y a un désaccord entre eux, exactement. Merci Victoria, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. On va parler éducation pour commencer cette émission. Je reçois Sarah Amoudi-Wilkowski, professeure des écoles et co-secrétaire du SNUI et PP FSU de Savoie. Bonsoir. Alors, vous représentez l'intersyndicale qui organise à Chambéry la mobilisation samedi contre la loi Blanquer. Rendez-vous est donné à 14 h, place de l'Hôtel de Ville à Chambéry. Donc, la loi sera examinée au mois de mai au Sénat. Elle est déjà passée en première lecture à l'Assemblée nationale. Alors, parmi les mesures, la scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans, des classes dédoublées dans les quartiers défavorisés, des élèves davantage évalués, une nouvelle formation pour les enseignants, plus d'innovation. C'est l'école défendue par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas votre vision de l'école ? Non, on trouve même que ce projet de loi est plutôt mal nommé puisqu'il s'intitule pour l'école de la confiance et qu'on a plutôt l'impression que c'est l'école de la défiance qui est en train de s'installer avec une vision assez particulière et très descendante. Puisque un des articles de loi qui nous inquiète, c'est l'article 1, c'est pour ça que j'en parle en premier, qui a pour vocation finalement à museler les enseignants qui ne pourraient pas ou plus apporter la moindre critique envers leur institution. Et cet article qui n'apporte rien au niveau juridique, mais qui finalement laisse peser une menace d'intimidation très claire, j'ai envie de dire que d'entrée le ton est donné. Et puis par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est finalement une loi pour l'école avec 25 articles extrêmement disparates et hétéroclites. Donc sur comme ça, sur plein de sujets différents. Donc en soi, on ne voit pas non plus, on peut la chercher, quelle est vraiment la vision de politique éducative de ce ministère et de ce gouvernement. Et puis on a de fortes inquiétudes du coup sur différentes choses qui sont introduites dans ce projet de loi. J'ai évoqué rapidement l'article 1, mais il y en a beaucoup, enfin un certain nombre d'autres qui nous inquiètent. Alors parmi les mesures justement les plus contestées, la fusion possible d'écoles du primaire avec leur collège de secteur. Jean-Michel Blanquer a indiqué aujourd'hui aux Parisiens être prêt à amender son projet de loi, notamment sur cette question pour rassurer, en disant que ces regroupements ne se feront qu'avec un consensus local. Vous êtes rassurée ? Alors, non, pas complètement. Alors, j'ai envie de dire que c'est quand même la moindre des choses d'apprendre qu'éventuellement la communauté éducative serait consultée, parce qu'effectivement, tel que c'est dans le projet de loi, c'était même pas le cas. C'est-à-dire que c'est... Alors, il ne s'agit pas de fusion, il s'agirait de regroupement d'écoles avec le collège de secteur. Donc, à l'échelle d'un bassin de vie, une ou plusieurs écoles regroupées avec un collège. Alors, soit en restant chacune sur son site, soit après, selon les projets, regroupés physiquement au même endroit. Donc, ce n'est pas une fusion en tant que telle.
qui aurait pu être complètement imposée. Donc là, c'est déjà, je tiens à le dire, la mobilisation qui oblige le ministre à dire qu'il est prêt à amender son projet de loi. En même temps, mon organisation syndicale, le SNUPP-FSU, était reçue aujourd'hui au cabinet du ministère et on en ressort avec les mêmes questions qu'au départ, parce qu'il n'y a rien de concret et puis tout est renvoyé ensuite à de futurs textes d'application réglementaire. Et sur ces regroupements, ce qui nous inquiète, puis ça concernera à la fois les milieux très ruraux ou très urbains, mais dans un département comme le nôtre, en Savoie, où 54% des écoles sont des toutes petites écoles de 1 à 3 classes, en milieu rural et de montagne, bien entendu, on a une inquiétude, et qui est partagée par un certain nombre d'universitaires et de chercheurs, sur la disparition possible à terme de ces petites écoles. Je rappelle quand même que c'est souvent l'école, le dernier service public au sein d'une commune. En termes aussi d'attractivité du territoire, c'est un maillon essentiel. Et ces petites écoles, c'est vraiment le service public de proximité. Et puis, ce sont aussi des structures à échelle humaine. Alors que là, on nous parle, c'est les établissements publics des savoirs fondamentaux, d'espèces d'usines des savoirs. Et puis, ça bouleverserait complètement la structure actuelle qui existe dans le premier degré, c'est-à-dire école maternelle et élémentaire, puisqu'il s'agirait potentiellement de faire disparaître les postes de directeurs et directrices d'école. Et ce sont des postes importants selon vous? Ce sont des postes importants. Alors ce sont en fait des enseignants qui ont accepté d'assumer une fonction d'animation de l'équipe pédagogique et puis de prise en charge de toute la partie administrative de l'école. Ce ne sont pas des supérieurs hiérarchiques. Je le dis parce que dans ce projet d'établissement public des savoirs fondamentaux, EPSF, le supérieur hiérarchique serait le principal du collège, y compris pour les écoles. Donc c'est un profond changement, parce que ça veut dire aussi peut-être un regard sur les pratiques pédagogiques ou autres qui n'est pas celui-ci actuellement. Peut-être une plus grande dépendance du coup vis-à-vis du collège. C'est vrai que les fonctionnements des collèges et des écoles ne sont pas du tout les mêmes. Puis surtout, les directeurs et directrices d'école sont les interlocuteurs privilégiés au quotidien des parents, des familles. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Qui devient l'interlocuteur? Est-ce qu'il est présent physiquement chaque jour dans les écoles? Alors on nous dit qu'il y aurait quand même des référents, mais dans quelles conditions? Alors ce n'est pas le cas dans toutes les écoles, mais à partir d'un certain nombre de classes, 4 classes exactement, le directeur ou la directrice a un temps de décharge, c'est-à-dire qu'il a au moins une journée où il est présent, il ne s'occupe que de la partie administrative, mais du coup il est aussi présent pour pouvoir recevoir les parents d'élèves. Donc ça serait vraiment une perte et je pense que par rapport à ça, il aurait mieux valu se préoccuper des conditions de temps de décharge et de moyens humains pour aider les directeurs et directrices d'école que de partir sur cette méga structure qui nous interpelle vraiment. Et puis, ça signifie aussi potentiellement des structures différentes, donc des inégalités, puisque alors à certains endroits, on aurait des écoles comme elles fonctionnent encore actuellement. À certains autres, un regroupement sur même site de collège-école, comme ça peut fonctionner effectivement sur tout ce qui est lycée à l'étranger. Dans l'enseignement français à l'étranger, on a des structures qui regroupent de la maternelle au lycée, mais c'est du coup très particulier. On n'a pas ça sur le territoire métropolitain ou ailleurs. Donc ça pose vraiment des questions aussi sur potentiellement une école à 2 vitesses. Parce que les savoirs fondamentaux, il faut aussi faire attention au sens des mots. Qu'est-ce qu'on met dedans? Parce que les fondamentaux, selon Jean-Michel Blanquer, peuvent être éloignés des objectifs que nous, qu'on attend, nous, d'un projet de société et de l'école, de justice sociale et de réussite de tous les élèves, alors que l'école française est à la traîne. Alors là, ce sont quelques mesures que vous contestez. Pour vous, la priorité numéro 1, elle serait où? La priorité numéro 1, elle serait sur un investissement à la hauteur, puisque l'école primaire est sous-dotée. J'évoquais à l'instant, l'école française est à la traîne. C'est vrai que par rapport à des pays comparables, les pays de l'OCDE, on n'est pas très, très bien classé parce qu'on n'investit pas dans l'école primaire. Et on est sans doute un des pays qui a aussi les classes les plus surchargées. Vous évoquiez dans votre introduction les classes dédoublées. Oui. Alors, ce n'est pas directement dans le projet actuel, c'est dans certains quartiers. Et comme ça se fait à moyens constants, ça se fait aussi au détriment du reste des écoles. Pour donner un exemple, une école maternelle en Savoie, c'est en moyenne 30 élèves par classe, donc potentiellement c'est plus, dans un certain nombre de classes, jusqu'à 32, voire 33. Dans une école primaire ou élémentaire, c'est 27,5. Alors certes, ce sont des moyennes, mais ça veut dire aussi que la réalité concrète sur le terrain, ça peut être une classe de 2 niveaux, 3 niveaux à 26, 27, 28. On ne peut pas enseigner dans les conditions les plus optimales et avoir la même attention pour tous les élèves et notamment les plus fragiles dans ces conditions.
Donc, on nous parle quand même beaucoup de la baisse de la dépense publique. Et nous, ce que nous disons, c'est que l'école et d'ailleurs l'ensemble des services publics sont une richesse et sont un investissement pour l'avenir. Donc, il faut un investissement et un budget à la hauteur des moyens. Pour illustrer, M. Blanquer peut effectivement afficher que pour les écoles, il a créé des postes pour la rentrée 2019. Mais la réalité concrète sur le terrain, puisque ce n'est pas à la hauteur des besoins, par exemple en Savoie, pour la rentrée, nous supprimons, l'inspecteur d'académie doit supprimer 15 postes, avant même d'aller ensuite regarder quelles sont justement les nécessités d'ouverture de classe ou de création de postes. Et on manque de remplaçants, et on manque d'enseignants spécialisés pour l'accompagnement, l'aide aux élèves en difficulté, et la liste n'est pas exhaustive. Donc je crois que c'est vraiment la priorité et puis une vraie reconnaissance de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale et pas cet article 1 qui vient dire attention à ne pas dénigrer votre institution. Vraiment un homme où on vous attend donc samedi devant la place de l'Hôtel de Ville à Chambéry. Rendez-vous à 14h, il y aura les enseignants. Est-ce que vous attendez des parents d'élèves également? C'est important qu'ils soient mobilisés? C'est important que l'ensemble de la communauté éducative, pour reprendre ce terme, se mobilise parce qu'il en va de l'avenir de nos élèves, il en va de l'avenir de nos enfants, puisque voilà. Donc, bien entendu, nous espérons déjà une mobilisation la plus ample possible, et puis mobilisation qui ne s'arrêtera pas au 30 mars d'ailleurs. Et nous nous sommes adressés aux fédérations de parents d'élèves, nous nous sommes d'ailleurs adressés également aux élus locaux, et puis à l'association des maires ruraux de Savoie. D'ailleurs, je rappelle que la MRF avait aussi énoncé des inquiétudes par rapport au fameux établissement des savoirs fondamentaux. Et on espère que les parents d'élèves, les élus seront avec nous samedi. Je dois dire que les parents qui commencent à s'intéresser au contenu de cette loi Blanquer sont les premiers à du coup s'ériger contre. Et il y a eu d'ailleurs des initiatives dans des écoles. Les parents délégués se sont adressés aux maires, aux conseillers départementaux. Donc on sent qu'il y a aussi quelque chose, un frémissement vraiment. Et nous continuerons d'ailleurs avec un lancement de réunions publiques. Il y en a une première ce soir et puis jusqu'aux vacances parce que je pense que pour mobiliser et amplifier la mobilisation, il faut déjà être informé du contenu de cette loi. Je souhaiterais quand même évoquer très rapidement les articles vraiment sur l'instruction obligatoire à 3 ans, l'école maternelle. La seule incidence, c'est quand même qu'il va falloir financer les écoles maternelles privées. Et c'est assez dommage qu'on en arrive là au détriment de l'école publique, encore une fois. Merci, je suis désolée, le temps passe de toute façon. Donc les réunions publiques existent. Je vous invite à vous rapprocher de l'intersyndicale pour retrouver les infos. Et donc toutes les infos, surtout pour vous rencontrer. Ce sera samedi à 14h à Chambéry, place de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre la régie. Et j'en profite pour ajouter que Jean-Michel Blanquer est attendu en Haute-Savoie ce dimanche. Il accompagnera Emmanuel Macron pour la commémoration du 75e anniversaire des combats du plateau des Glières. Victoria est de retour pour la revue de presse, une revue de presse hyper express. On va commencer avec un top 5 puisque la saison de ski n'est pas finie. Oui, c'est lebonguide.com qui nous donne le classement des stations les plus enneigées actuellement. Alors c'est un article du 13 mars, donc le manteau neigeux a sans doute diminué un petit peu, mais ça donne une idée des conditions d'enneigement. Et parmi les stations qui ont le plus de neige, on en retrouve 4 sur 5 qui sont en Savoie et en Haute-Savoie. Pesé-Valandry en Savoie est la station la plus enneigée avec 295 cm de neige. Juste derrière, on retrouve Avoria et puis Morzine. Juste devant les Cotterêts dans les Pyrénées, une station des Pyrénées tout de même. Et puis Val Thorens dans les Trois-Vallées, qui est la plus haute station d'Europe, où on retrouve 268 cm de neige. Donc la saison n'est pas encore tout à fait terminée. Et puis on parle ensuite de dyslexie. Avec un article du Figaro Madame qui s'intéresse à cette orthophoniste fondatrice de l'association Puissance 10. Mais c'est surtout un article qui nous invite à voir les troubles 10 autrement. Donc dyslexie, dyscalculie, dysphasie et j'en passe. Tous ces troubles ne seraient pas des troubles, mais une réelle force. Tout simplement, cette orthophoniste nous explique que ce sont des personnes qui ont une disposition cérébrale différente, une autre forme d'intelligence finalement. Ils perçoivent par exemple plus d'images, d'odeurs, de sons, de couleurs. Et je la cite, les 10 ne dysfonctionnent pas, ils sont géniaux. Juste un chiffre pour terminer, selon l'OMS, près de 12% de la population mondiale serait touchée par ces difficultés à lire, écrire ou calculer.
Fanette, une maladresse suisse passe mal dans la vallée de l'Arve. Oui, ça passe très mal, que ce soit du côté des entreprises et aussi du syndicat patronal, la CPME 74. En fait, ce qui passe mal, c'est ça qui permettent de ranger ces baguettes. En fait, c'est une entreprise suisse, la société Value Job Service, qui propose des emplois dans l'industrie genevoise aux étudiants français, titulaires du CAP, Bac Pro, BTS en mécanique et micromécanique. On le sait, les industries haut-savoyardes ont du mal à recruter du fait de l'attractivité de nos voisins. Donc en fait, ils demandent aux élus et aux boulangers de se mobiliser sur la question. Et je cite la CPME 74 qui a envoyé un communiqué aujourd'hui. Elle affiche sa stupéfaction face à une telle audace qui traduit l'état de colonie dans laquelle se trouve désormais le département vis-à-vis de son voisin genevois. Ambiance. Effectivement. On parle encore ski et printemps. Oui, sauf qu'avec voilà, un peu plus compliqué. C'est France Bleu Pays de Savoie qui revient sur le printemps du ski qui est organisé actuellement par France Montagne. Selon le syndicat interprofessionnel de la montagne, les cours de ski offerts dans le cadre de cette opération spéciale de fin de saison bénéficient exclusivement à l'école du ski français, donc les fameux pulls rouges, et donc au détriment des écoles et moniteurs indépendants. Le syndicat a donc saisi l'autorité de la concurrence pour concurrence déloyale. De son côté, France Montagne estime que toutes les écoles de ski sont à même de rentrer dans ce dispositif. Chaque station définit ses prestataires. Donc ce sera à l'autorité de la concurrence de trancher. Et nous, on va aller skier en attendant? Et nous, on va aller skier quand même. On n'a pas besoin de cours, non? Ça va normalement. Ça devrait aller. Merci Victoria, on te retrouve à 18h30 pour le JT. On va parler solidarité maintenant. Je reçois Perrine Mergot et Michel Brouwer. Bonsoir. Alors, vous êtes respectivement directrice des actions associatives sur les Savoies d'APF France Handicap et représentante départementale. La délégation, on va en reparler, va rénover ses locaux, veut rénover ses locaux. Vous y accueillez des centaines d'adhérents et de sympathisants, si je puis dire. Est-ce qu'on peut rappeler le rôle de l'association, notamment à Chambéry, en Savoie, en délégation locale, disons? Oui, bien sûr. Le rôle de l'association APF France Handicap, c'est de revendiquer et surtout d'apporter du soutien à toutes les personnes en situation de handicap, toutes les personnes qui en ont, toutes les situations de handicap. Donc dans les locaux là, de Chambéry, qu'est-ce qui s'y passe très concrètement? Alors, on propose de nombreuses activités à nos adhérents, comme de la peinture, de la poterie, du yoga assis, des cours de cuisine, la chorale même le week-end. Et il faut savoir que nos locaux, c'est une vraie ruche. Ça fourmille de bénévoles, d'adhérents, de salariés, d'élus. Et c'est une vraie famille. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment une maison qui appartient à tous, où chacun y a soit une responsabilité, soit il va un peu en quête de rupture de l'isolement. C'est ce que j'allais vous demander, ce lieu de vie qui crée du lien, cette question de lien, elle est importante quand on parle de handicap? Oui, bien sûr. Créer du lien social, c'est primordial pour les personnes en situation de handicap. Malgré toutes les avancées, malgré tout ce qui peut se présenter, il y a beaucoup de personnes qui sont encore isolées, qui ont peur de sortir, qui ont des appréhensions, qui n'osent pas aller vers les autres. Et c'est ce rôle-là qu'on essaye de remplir du mieux qu'on peut. Et pour y répondre au mieux, donc vous voulez rénover vos locaux, donc vous lancez un appel aux dons sur la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres, lespetitespierres.org pour le site. Donc c'est un site où les gens sont invités à donner et après la Fondation Les Petites Pierres, la Fondation Somfy et leurs partenaires doublent les dons. C'est ce qui est intéressant sur cette plateforme. Déjà 8 400 € de collectés tout à l'heure quand j'ai préparé l'émission sur un objectif de 20 000. C'est pour faire quoi ces 20 000 €? Alors, concrètement, vous voyez, on a des néons, là, on peut voir, qui sont quand même assez vieux et qui, petit à petit, cassent. Donc, en fait, on a vraiment besoin d'un grand coup de rafraîchissement, de rénovation. On veut mettre un peu de couleur. On a besoin, donc, il s'agit des luminaires, la peinture sur les murs, la peinture, refaire les dalles de faux plafond et aussi, sur tout ce qui est accueil, pouvoir faire un sol un peu sympathique. Donc, voilà, c'est le projet. C'est vraiment mettre un petit coup de neuf
Et c'est vraiment important parce que pour nous, toutes ces personnes que vous voyez là, on souhaite vraiment les accueillir dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, voilà, nos locaux sont un peu vieillissants puisqu'on en a fait l'acquisition en 1996 grâce à un legs. Et voilà, aujourd'hui, vous voyez, c'est... Voilà. C'est assez vétuste et comme on est beaucoup de bénévoles pour travailler surtout à répondre aux besoins, aux droits des personnes, travailler dans un lieu un peu plus agréable, ça serait quand même un plus. Et recevoir les gens aussi dans un lieu propre et agréable. C'est pas que c'est sale, mais c'est usé. C'est usé. Un peu vieilli. La solidarité, c'est l'une des valeurs importantes de l'association. Là, vous faites un appel à la solidarité à tous. Quoi dire? Pourquoi aider APF France Handicap, disons? Aider APF France Handicap parce que demain, chacun peut avoir besoin de nos services. Le handicap, à part celui à la naissance, il peut arriver dans toutes les familles, à tous les âges. Et d'avoir une structure comme APF Handicap, moi je suis pas née handicapée, j'ai beaucoup reçu, j'ai eu beaucoup d'aide, donc maintenant j'ai envie d'aider les autres et de partager ce qu'on vit au quotidien. Il faut le vivre pour le comprendre vraiment. Et aider APF France Handicap, c'est nous aider tous à préparer une société plus solidaire, que le bien vivre ensemble devienne une réalité. Des pays y arrivent, pourquoi on n'y arriverait pas? Les Français, les Savoyards sont généreux et on compte sur eux. Voilà. Là, il reste 48 jours, si je ne me trompe pas, voilà, vous êtes presque à la moitié. Vous êtes confiante? Alors, on est confiant. On a fait un appel quand même aux plus grandes entreprises également. Donc, on essaye aussi de voir dans quelle mesure le mécénat. Je pense qu'il n'y a pas une seule réunion aujourd'hui où on sollicite énormément le réseau. C'est vrai que nos adhérents déjà sont énormément partie prenante dans toutes nos actions. Quand on fait des opérations ressources, on vend des brioches ou autres. Donc là, on considère que c'est un peu plus à la société qui est peut-être moins sensibilisée aujourd'hui, mais à nous donner ce coup de pouce. Parce que pour vous expliquer, ça va aussi dans le fait que nous aujourd'hui, sur le territoire des Savoies, nos actions sont financées, je dirais, aux 2/3 par la générosité du public. Donc ce qui permet aussi d'assurer notre indépendance. Voilà. Donc c'est important et c'est un mode de fonctionnement qui finalement permet à chacun aussi de s'investir, de mouiller un peu sa chemise. Et on est quand même une association très militante et c'est important. Les adhérents participent aussi au niveau de leurs moyens. C'est pas en ayant une allocation adulte handicapé qu'on peut participer beaucoup, mais les petites gouttes font les grandes rivières et ça c'est important. C'est l'un d'ailleurs, les petites pierres, c'est ça hein, le principe. Voilà, petites pierres. Chacun doit apporter sa petite pierre. Merci beaucoup. Et donc je rappelle que on retrouve la cagnotte sur le site lespetitespierres.org avec toutes les informations sur l'association. Je vais y arriver. Et il vous reste 48 jours. Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci bien. Merci beaucoup. On va terminer avec la culture qui se promène sur les routes de Haute-Savoie pendant un mois à la rencontre des très jeunes spectateurs. Maude Fermigier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable événement à la MJC Archipel Sud d'Annecy et coordinatrice du festival itinérant Petit Patapon qui mobilise pas mal de structures sur le département. Ce festival commence ce samedi 30 mars pour un gros mois. Pourquoi le choix de l'itinérance pour Petit Patapon, qui est un festival dédié à la petite enfance ? Alors à l'origine, ce festival était porté par 4 partenaires et puis petit à petit, ça a grossi, donc ça a entraîné une itinérance qui va assez loin puisque ça va jusqu'à Faverges, jusqu'à Régnier, Ezry et jusqu'à Rumilly, donc aussi beaucoup dans le bassin annécien, mais finalement c'est un festival qui se déplace pas mal. Ce qui vous unit tous, l'ensemble de ces partenaires, c'est l'importance de l'ouverture à la culture dès le plus jeune âge, parce que là on parle vraiment d'un festival de 0 à 6 ans. Oui, c'est ça. C'est la volonté d'offrir une découverte artistique pour les tout petits et leurs familles. Alors, c'est pas toujours évident quand on a un bébé, notamment, de se dire qu'on peut lui faire des lectures, l'emmener voir des spectacles jeune public. Mais en fait, si, c'est possible. Donc, dans ce festival, on essaye de programmer des choses qui soient vraiment dès le plus jeune âge.
Et il y a notamment une très belle sélection de livres avec 5 ouvrages pour les 0-3 ans et 5 ouvrages pour les 4-6 ans. Pourquoi c'est important, cette sensibilisation, cette ouverture ? Parce que c'est important de faire comprendre aux parents que l'enfant tout petit reçoit beaucoup de choses, même si on a le sentiment qu'il ne comprend pas tout. En fait, ce n'est pas vrai, il comprend à son niveau. Et puis la découverte artistique, c'est une ouverture sur le monde, donc on essaye de valoriser au mieux ça. Alors quand on parle de culture, là, on retrouve du cinéma, vous l'avez dit, de la lecture, du spectacle vivant, il y a aussi des ateliers, des animations. Le fil conducteur de tout ça, choisi pour cette édition, c'est le jeu. C'est le jeu cette année, oui. Chaque année, on a une thématique, donc on essaye de l'exploiter notamment dans la sélection littéraire. Cette année, on a choisi le jeu parce que c'est assez porteur et puis que c'est important, on sait, pour le développement de l'enfant, de jouer seul, de jouer avec les autres et avec sa famille. Donc on a mis en avant ce thème-là cette année, oui. Le fil conducteur entre toutes ces activités, toutes ces structures, il est où ? La volonté de favoriser tout ce qui concerne la petite enfance, de mettre en avant tout ce qui peut se faire pour la petite enfance. On a tous cette volonté-là dans les partenaires et on est une trentaine de partenaires sur ce festival, donc c'est important. Et puis voilà, on a vraiment envie que le tout petit soit au cœur des actions. Est-ce que les adultes, ils s'enquiquinent dans les spectacles et les ateliers dédiés à la petite enfance? Alors, on a parfois, surtout pour les spectacles, on a parfois des personnes qui se demandent un peu si ça va les intéresser, mais on favorise quand même en particulier des compagnies qui font du spectacle très professionnel pour le tout petit. Donc, l'adulte, souvent, il a une lecture pour lui et généralement, les adultes sont très très contents quand ils ressortent des spectacles jeunes publics. Bon, alors il va se passer plein de choses, hein. Donc je l'ai dit, ça commence ce samedi, oui, notamment du côté de Rumilly. À la médiathèque Quai des Arts à Rumilly. Voilà, si je ne me trompe pas. Oui. Ensuite, il y aura une grande journée festive pour clore le festival le 4 mai. Oui. Est-ce que peut-être s'arrêter sur un temps fort? Il y a pas mal de choses, tous les programmes détaillés sur petitpatapon.net. Oui. Mais voilà, un temps fort qui vous tient à cœur? Oui, on peut parler de celui de la MJC Archipel Sud, donc qui a lieu samedi 6 avril. C'est une matinée Petit Patapon avec des ateliers, des jeux, des lectures. Donc c'est ouvert à tous, sans inscription. Et ça se passera dans le local Archipel Sud de la Mandalase à Annecy. Et ben voilà, rendez-vous est pris. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci bien. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie et Victoria me rejoint pour un petit rappel des titres. Et on commencera avec le parcours du sang après un don. Oui, effectivement, on entrera dans les coulisses du don du sang grâce à un reportage que tu as concocté, Fanette, avec François Pirot. Et puis la ruche qui dit oui s'installe à Chamonix. Oui, la ruche qui tente de rapprocher consommateurs et producteurs, elle s'est installée à la gare SNCF de Chamonix et c'est Florian Brenin qui est allé lui rendre visite. Et puis on reparlera également des écoles genevoises qui ne veulent plus des enfants suisses résident en France. C'est exactement ça, on en parlera tout à l'heure avec aussi. Avec une interview du maire de Saint-Julien très mobilisé sur la question. Merci Victoria. Ne bougez pas tout de suite, juste après une petite page de pub, c'est le JT.